Problématique des réformes politiques au Togo, nous en parlons ce matin bien sûr avec nos invités, mais avant nous allons également porter un regard sur la situation de crise qui prévaut à l'université de Lomé, qui suscite donc beaucoup d'admiration, ce bras de fer qui oppose le MET, Mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais, au gouvernement et à l'administration de l'université. Nous allons, avant d'aborder ces sujets, scruter ensemble avec vous la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, du moins les quelques numéros qui nous sont parvenus, commençant par le Messager dans les kiosques ce matin, écrit à sa une: développement, la BID et le Togo signent 3 conventions de financement d'un montant d'environ 120 milliards de francs CFA. Éducation de base, infrastructures routières et énergie, les secteurs bénéficiaires. L'article est à lire aux pages 3, 4 et 8 du journal. Toujours à sa une, on peut lire: la maison de feu Fabriano Francisco Olimpio laissée en héritage. Veuve Céline Olimpio et ses 9 enfants tordent le cou à une décision de justice et mettent en péril la survie d'une centaine d'héritiers. Et puis, 24 janvier 1974, 24 janvier 2016, il y a 42 ans, a eu lieu l'attentat de Sarakawa. Dernier article à la une du journal de Tchaboré Mouraïman, lutte contre la pauvreté. Le SMC lance ses activités. Un nouveau journal est entré dans les kiosques ce matin. Il s'agit du Mérite. Le nom du journal, c'est Le Mérite Sportif. Donc, qui est à son premier numéro ce 25 janvier. À sa une, on peut lire: congrès électif à la FTF et tentative de sortie de crise. La tempête semble passer, l'ouragan s'annonce. L'article est décoré avec les photos du colonel Kossi Bezoundé Akpovi, potentiel candidat, Guy Madje Lorenzo, ministre en charge des sports, et puis Gabriel Maoulawe K.Ameyi, ex-président de la FTF. Et autre article à la une du journal: pour consolider les liens d'amitié entre la Chine et le Togo, le tournoi de tennis de table Renaissance organisé à Lomé. Coup d'envoi de la coupe Feu Général Eyadema, les Lions de Tocoin atomise Holidays FC 3-0. Retour sur les préparatifs d'une bonne entame de compétition, écrit Le Mérite Sportif dans les kiosques ce matin. Vous pouvez déjà voir un peu la présentation du journal. C'est au prix de 250 francs CFA. Togo Matin est également dans les kiosques ce matin. Et à ça, on peut lire: affrontement sur le campus entre étudiants et forces de l'ordre. À qui la faute, s'interroge le journal. Je rappelle que le sujet, nous allons en débattre tout à l'heure avec nos invités. Finance, la BID octroie 97 milliards de francs CFA au Togo. Et puis éditorial, 25 janvier, point d'exclamation. Le télégramme du Togo est également dans les kiosques ce matin avec son 29e numéro. Et on peut lire: déchirure de l'après-présidentielle de 2015, réforme et élections locales, radicaux, modérés ou le peuple, qui pour relancer la lutte démocratique, s'interroge le journal. Là aussi, je rappelle que le sujet est au cœur de nos échanges ce matin. Ça va démarrer tout à l'heure avec nos invités. Et puis, dernières échauffourées au campus de Lomé, le ministre Broum apporte du boudet pour éteindre le feu, écrit le journal. Affaire de frotterie internationale, Bodiona fixé le 27 janvier prochain, nous apprend le télégramme du Togo. À la grande une du journal, on peut lire: politique togolaise, Agboïbo, le génie du mal togolais, s'interroge le journal, qui écrit: en route pour un clash à la manière UFC au quart. L'article est décoré avec les photos de Maître Yaovi Agboïbo et Maître Dodi Apevon, avec comme légende respectivement président d'honneur et président national du CAR. Élection à la FTF, 4 candidatures enregistrées: Dobou, Adekami, Wona et Akpovi dans les starting blocks. Les chrysologues, entre guillemets, écartés de la course, écrit le télégramme du Togo. Pour finir, nouvelle opinion de L.A. de Tchanyao Arimiao est dans les kiosques ce matin, écrit: bonne pêche pour le Togo à Jeddah. La BID octroie un montant de 194 millions de dollars à l'État togolais. Autre article à lire à la une du journal: nouvel outil de développement durable au Togo, le progiciel MCMP lancé par ESMC. Élection à la FTF.
du colonel Akpovi, Olufade, Wona ou Dobou sera porté à la tête de la FTF au soir du 13 février prochain, s'interroge le journal. L'article est décoré avec les photos du colonel Kossi Akpovi, tête de liste 4, et Olufade Adekami, tête de liste 3. Revendication, violence et affrontement à l'UL. Au-delà de tout, privilégier la voie du dialogue, écrit Nouvelle Opinion ce matin. L'opposition togolaise a l'épreuve de l'endurance et de l'usure. Après l'effondrement de l'UFC, le CAR entre dans la danse. L'ANC lutte contre une mort lente, écrit le journal. Troisième lettre de Fabre à Fort. Inconstance de discours d'un opposant en quête de crédibilité, écrit le journal, qui finit avec cet article. Lutte contre l'insécurité et la criminalité routière. Les conducteurs de taxi-moto appelés à jouer leur partition. Voilà donc la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, du moins c'est les numéros qui nous sont parvenus. Nouvelle Opinion, Télégramme 228, le mérite, Télégramme du Togo, voilà, le mérite sportif, Togo matin, et puis le Messager, le tout au prix de 250 francs CFA dans les kiosques. Nous retrouvons rapidement nos invités. Dominique Alizou, il est le directeur de publication du journal Chronique de la semaine. Bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Et le week-end de Radio KNT. Ben non, le week-end s'est bien passé, donc on rend grâce à Dieu. Voilà, et Léon, il est avec nous, il n'est plus présentable, tout comme d'ailleurs vous le savez tous les lundis. Il y a un plateau fixe que nous avons avec les grands sujets à la une de l'actualité. Léon, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Et j'aimerais d'entame tirer un coup de chapeau encore une fois à mes frères du Burkina Faso dont la justice est en train de faire un travail formidable. Sauf que j'aimerais peut-être en profiter et lancer un appel à ne pas surtout exagérer dans ce qu'on va faire, parce que les arrestations intempestives ne peuvent pas toujours régler tous les problèmes. Il y a des tensions au sein même de la population. Et pour les maîtriser, il va falloir aussi consommer, sinon supporter à laisser certaines personnes en liberté, même si elles doivent être surveillées. Voilà. Et puis, vous l'avez dit, Dominique, quel regard vous portez sur ce qui se passe au Burkina? Au cœur des de balles, il y a juste, quand même la justice qui fait son boulot. Ouais, mon confrère est rentré dans un autre débat, alors qu'il avait juste le temps de saluer les auditeurs et auditrices. Sinon, c'est vrai que le président du CDP, Edith Kambiogo, a été interpellé. Enfin, il est en garde à vue tout récemment. Enfin, il est arrivé samedi. Et dans la foulée, non, le lendemain, je pense qu'il a passé une nuit à la maison. Et le lendemain, il a été interpellé. Bon, en dehors de cela, ceux qui ont certains éléments de RSP qui ont attaqué ou qui auraient attaqué, puisqu'ils sont présumés innocents dès lors que la justice n'a pas encore tranché. Donc, ils sont certains parmi ceux qui ont tenté d'attaquer un camp militaire pour s'octroyer des armes et munitions. Bon, 11 parmi eux ont été interpellés ou arrêtés. Donc, mais comme l'a dit mon confrère, je pense que la justice doit essayer de voir le juste milieu pour éviter l'implosion, parce que, bon, l'arrestation d'Edith Kambiogo, je ne sais pas à quoi cela rime. C'est vrai qu'au début, il a été accusé d'être impliqué dans le putsch, mais je pense que si il est avéré qu'il est vraiment impliqué, bon, tant mieux. Au cas contraire, je pense que la justice doit dire le droit et savoir qui a fait quoi. Parce que, par exemple, vous venez, le vice-président de CDP connaît lui juste le fait qu'il a dit que le CDP ne condamne pas le coup d'État, de facto, il est interpellé, gardé jusqu'à ce jour en prison. Bon, d'autres personnalités, notamment le secrétaire général et autres, ont été quand même libérés. Donc, on attend de voir. Je pense que la justice fait son travail normalement. Il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà. Nous disons bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour également à toute l'équipe technique qui nous entretient ce matin, qui vous permet de nous suivre, que ce soit via les ondes de radio KNTB 102.7 FM ou VGK Palimé, Lumière à Néro, ou encore la télévision Espoir 47, ou les trois liens qui permettent à l'émission Grand Jury d'être en contact permanent avec la diaspora,
le www.ebenradio.com, le www.togovision.com et puis le www.laverte.org, ce qui nous envoie donc à dire bonjour à tous les Togolais de la diaspora, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Vous êtes en contact donc avec les informations de votre très cher pays, le Togo. Rapidement, Léon, quel regard vous portez sur ce qui se passe? Attention, il ne faut pas faire de jaloux. Bonjour également à Kosivi Anthony, il est très fidèle à cette émission et puis il fait un grand travail de police pour soutenir l'animateur que je suis. Et merci à vous. Je voudrais aussi dire bonjour à un téléspectateur qui suit permanemment, parce que chaque fois il m'appelle pour faire des remarques. Il réside en Belgique. Il est à Odnat, à Gand. Il s'appelle Charlemagne Cassé. Bonjour à Charlemagne Cassé, à toute sa famille qui réside à Odnat. Voilà, il faut déjà lui dire de préparer les bouteilles de champagne puisque l'émission de Grand Jury se pour bientôt. Non, pour ça, dans sa ville, on prépare une bière qu'on appelle Enam. Donc, je pense que la prochaine fois, il va nous inonder d'Enam ici, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Donc, on dit également bonjour à Sira Domayapour et sa famille. Bonjour à tous les journalistes, tous les directeurs de publication de journaux, les jeunes directeurs également. Bonjour à vous parce que ça fait beaucoup de courage. Bienvenue dans la famille. Alors, Léon, quel regard vous portez ou vous voulez aussi saluer Ah non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Peut-être un coucou spécial à une spéciale personne. Vous-même, ta copine? Vous-même, Rodrigue. Merci. merci. Donc, merci. Et je vais également dire bonjour à Anita Aoutier parce que quand Rodrigue n'est pas là, c'est Anita qui se positionne ici pour assurer donc l'animation de l'émission. Bonjour à elle et beaucoup de courage. Crise à l'université de Lomé. Léon, je reste avec vous. Quel regard vous portez sur cette situation? Quel regard? Parce que la dernière fois, je mettrai un S à ce regard-là ou à ces regards-là. Et donc j'accorderai pour dire que j'ai plusieurs visions de ce qui, ou sinon visées de ce qui s'est passé tout récemment, notamment la semaine dernière. Et c'est aussi déplorable que cela puisse paraître parce que en l'état actuel, nous avons eu destruction de biens publics. Nous avons également eu des blessés, parfois graves, parfois non graves. Donc, est-il dit que c'est toujours des pertes que nous subissons et c'est le Togo qui en pâtit finalement. Déjà que nous n'avons pas les moyens, sinon suffisamment, déjà que nous crions tout le temps que nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela, s'il faut encore casser, ça devient quand même aberrant de continuer par réclamer. Seulement, là où le bas blesse, c'est qui casse ou qui a cassé. C'est la grande question. Et c'est là que nous allons encore une fois interpeller les autorités universitaires à ce que pour une fois que les responsabilités puissent être établies et de manière impartiale. Nous avons tous eu écho de ce que le ministre de l'Enseignement supérieur, la télévision nationale, a dit. Bien avant cela, son passage d'abord dans une radio, et Canal FM, je ne voulais pas la citer, mais c'est Canal FM, et c'est cette intervention qui aurait mis le feu aux poudres, puisque bien avant cela, les étudiants, bien sûr, il y en avait qui grévaient, il y en avait qui grévaient pas, qui suivaient tranquillement leur cours, et c'est lorsque ceux qui grévaient ont entendu ce qui s'est dit là-bas, qu'ils ont finalement manifesté, et cela violemment, en entrant dans les salles pour déloger leurs camarades, ce qui n'est pas un acte citoyen, il faut le dire. Maintenant, que cela se passe et que les forces de l'ordre réagissent jusqu'à tirer des gaz lacrymogènes dans les bureaux, c'est aussi inadmissible. Lorsque nous prenons par exemple la faculté de droit qui a vraiment subi de plein fouet ce qui s'est passé là-bas, c'est grave ce qui s'est passé. Des doctorants, des étudiants doctorants qui étaient paisiblement dans leur salle, qui se retrouvent enfermés, les couloirs bloqués de part et d'autre, et des gaz lacrymogènes déversés dedans. C'est pas du tout gai, c'est pas du maintien de l'ordre. Bon, je parle sous couvert bien sûr des spécialistes, mais je pense que le maintien de l'ordre ne voudrait pas qu'on enferme des gens et finalement qu'on, entre guillemets, les asphyxie avec du gaz lacrymogène. Mais le problème est que en janvier 2014,
les mêmes problèmes, les mêmes insuffisances sur le campus de l'université de Lomé ont été relevées, et même à Kara. En janvier 2015, les mêmes problèmes ont été également relevés par le même mouvement que le MIT, le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais. En janvier 2016, ça revient encore, c'est redondant, et même dans la société civile, on se demande finalement qu'est-ce qui se passe. Est-ce de la mauvaise volonté du côté des autorités universitaires de chercher ou de trouver une sorte de solution au problème? Est-ce vraiment les étudiants qui exagèrent? C'est là que chacun doit pouvoir tirer, son épingle du jeu. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui les problèmes sont réels. Et la dernière fois, j'ai écouté le ministre qui a dit, par exemple, qu'il y a des cités qui ont été rénovées. Lorsque les étudiants parlent des cités, il y a des cités qui ont été rénovées. Et ce sont ces cités-là rénovées qui sont devenues plus chères, qui sont passées jusqu'à 12 000 francs, je crois. Et celles qui ne sont pas rénovées sont restées à 2 000 francs. Alors, mon problème, il se situe à quel niveau? Pourquoi rénover certains et ne pas rénover d'autres? C'est pas parce que ceux qui vont vivre dans les cités rénovées seraient des cochons. Non. Ça veut dire que quelque part, les étudiants aussi ont raison de dire non. C'est pas parce que vous allez rénover que vous allez forcément augmenter les prix, parce que c'est du social finalement qui se fait à travers ces logements, qui sont aussi des logements sociaux. Donc ces logements qui sont attribués aux étudiants. Et je voudrais aussi dire que depuis plus de 2 ans, sinon près de 2 ans, on n'a pas encore vu d'étudiants logés. En tout cas, moi, je n'en ai pas fait le constat. Et ils l'ont dit, les étudiants l'ont dit également lors de leur AG. Ceux qui sont logés, ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers qui viennent et qui sont logés. Donc, c'est autant de problèmes que nous avons déplorés également. Mais les réactions de part et d'autre, je pense, à mon humble avis, ont été disproportionnées. Voilà. Dominique, vous avez suivi ces événements. Léon l'a mentionné. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. On a vu un véhicule de la police qui a été incendié. On a vu également des bureaux qui ont été saccagés. On a vu des amphis qui ont été vidés de bancs, tout simplement. Les gens ont arraché ces bancs. Des barricades dressées un peu partout. Voilà, des barricades dressées un peu partout. Des blessés globalement. Déçus. Ouais, nous avons suivi ce qui s'est passé et nous sommes vraiment sidérés. Parce que rien ne peut justifier cette violence. D'abord, le fait que les étudiants qui sont allés à l'université pour apprendre puissent parfois avoir des comportements aussi violents et un peu inquiétants. Parce que, vous savez... que les conditions ne sont pas réunies. Oui, même si cela... Ce qu'ils revendiquent, je suis d'accord par rapport à ce qu'ils revendiquent, notamment les bus pour les transporter, l'électrification de la zone jusqu'à 20h30 et autres. Quand même je suis d'accord, mais ça aussi le ministre a expliqué. Le ministre a expliqué que, par exemple, vous prenez le cas de l'électrification, ils se sont rendus compte que avec les ampoules et autres, là toujours, ça tombe à pas. Donc, on veut expérimenter l'énergie solaire. Et que le programme est en cours. Le projet de Ninévi est revenu? Non, je pense que pour Ninévi, parce que c'était le cas. Donc, c'était donc pour essayer, parce que par endroit, il y a de l'énergie solaire. Donc, on veut expérimenter de l'énergie solaire pour voir si ça peut durer dans le temps et permettre aux étudiants d'avoir de l'éclairage. Et ça, il nous a dit, il a expliqué, il a dit qu'il en a discuté avec les concernés, notamment les étudiants ou les organisations des étudiants. Maintenant, la violence à la violence qui s'est produite là-bas. Mais je vous dis que, contrairement à ce que mon confrère dit tantôt, mais la violence n'est pas les forces de sécurité qui ont commencé par lancer des gaz lacrymogènes à l'emporte-pièce. Non. C'est d'abord, c'est les étudiants, et puis ce n'est pas non plus la déclaration du ministre qui a mis le feu aux poudres. C'est que là, quand ils ont commencé le jour-là, le mouvement n'était pas suivi. Il y a beaucoup d'étudiants qui étaient dans les amphis pour suivre les cours normalement. Et donc, pour obliger, ou bien pour amener les autres à les suivre, ils ont attaqué, ils se sont organisés en groupe pour attaquer les différents amphis et de les déloger. Et c'est dans cette situation que la police est intervenue. Et je vous dis que eux-mêmes le disent, si la police n'était pas intervenue, on aurait pu brûler la DAS. Parce qu'il y avait un groupe armé de cailloux et bidons d'essence avancé vers la DAS pour aller brûler. Bidons d'essence? Oui. Et il y a eu... Les forces de sécurité se sont interposées à cela.
Maintenant, les étudiants comme molestaient, les étudiants molestaient les autres étudiants, voire même molester des enseignants. Mais c'est ahurissant. Nous sommes dans un état de droit. Si vous avez le droit de manifester, moi j'ai le droit de suivre le coup si je veux. C'est une histoire d'approche ou de compréhension, et donc nul ne peut être forcé à suivre un mouvement. Pour suivre un mouvement partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Donc, face à la violence de ces groupuscules, mais c'est ça qui a amené les forces. D'abord, vous rendez compte, à chaque fois que le MIT organise ces mouvements et avec ces âges et autres là, les forces de l'ordre qui sont positionnées de part et de reste là, inamovibles, ils n'agissent pas. C'est quand cette violence est introduite avec des gens, on ne peut pas laisser d'autres Togolais violenter d'autres Togolais devant les forces de sécurité. Or, tout le monde sait que pour procéder, pour essayer de mettre de l'ordre, les moyens utilisés sur le plan universel, c'est les gaz lacrymogènes, les matraques et puis les grenades lacrymogènes. Partout dans les pays de grandes démocraties, c'est ça qui est utilisé. Ce qui est interdit, c'est les armes, les coups de feu. Juste par rapport à ce que le confrère vient de dire, c'est pour dire qu'aujourd'hui, dans les grandes démocraties ou dans les grands pays, on a tendance à remplacer les gaz lacrymogènes qui sont très nocifs par les pompes à eau. Mais je vous dis que vous voyez les manifestations à travers le monde entier, au moment où on utilise également les véhicules à eau, à canon à eau avec c'est de l'eau chaude. Mais à côté, il y a également les gaz lacrymogènes. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est utilisé, c'est conventionnel. Bon, donc, si entre-temps, certains gaz sont tombés par endroit dans une salle, dans tel. Moi, je me rappelle pendant les manifestations. Oui, je vois. Pendant les manifestations, il suffit d'être aux alentours, vous allez voir parfois des gaz, ces gaz-là tomber parfois dans des maisons, dans des chambres. Mais ce n'est pas que le tireur visait la chambre ou bien non. Peut-être que dans ça, c'est comme les balles perdues. Sinon, il ne devait pas. Lorsqu'il y a une action dans une zone, si on tire, il y a certains balles qui vont vers vraiment les concernés, mais d'autres se retrouvent dans la nature. Donc je pense que c'est ce que c'est. Ben, on ne peut pas prendre ça, mais nous devons condamner. Nous devons condamner la violence des étudiants eux-mêmes d'abord. C'est normal qu'ils revendiquent. Je suis d'accord, mais qu'ils n'aillent pas forcer les autres. Parce que même j'ai écouté certains étudiants dire, oui, il faut que si nous obtenons des résultats, eux aussi vont en profiter, donc on va les forcer. Je dis non. Là, ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que faire une grève, faire un mouvement, c'est régi par la loi. Et donc, on ne peut jamais forcer X ou Y à le faire. C'est comme ça partout à travers le monde entier. Mais lorsqu'il y a un résultat, tout le monde en profite. Mais c'est pas pour autant que vous devez aller forcer les gens, les molester. Ils ont fracassé la tête d'un professeur, j'oublie le nom. Est-ce que c'est ce que nous devons encourager? Est-ce que c'est ce que nous devons apprécier? Non, je pense que c'est les jeunes frères. Aujourd'hui, par exemple, ils ont ce sont les étudiants qui ont fracassé. Mais c'est le mythe qui a lancé le mouvement. C'est le mythe qui a lancé le mouvement. Et s'ils connaissent des intrus qui ont processé ça, ils n'ont qu'à les dénoncer. C'est un peu comme ça. Là, on dira que bon, non, c'est un mouvement très gentil qui ne fait pas. Non, bon, là, les enquêtes, bon. Là n'est pas le problème, mais la réalité, on sait qui a lancé le mouvement et comment ça s'est passé. Maintenant, si le mouvement, ou bien ceux qui ont lancé le mouvement pensent qu'il y a des intrus, mais il faut les dénoncer. Vous dites tout à l'heure qu'on sait qui a lancé le mouvement, c'est vrai, mais à écouter le ministre dit qu'il y a manipulation. Non, oui, évidemment, parce que cette violence ne se justifiait pas. Et tout le monde sait que le président du MIT il est membre du bureau de la jeunesse du CAR. Donc, il est facile de faire ce rapprochement. Et puis, vous allez voir que parmi les partis politiques qui s'agitent autour de cette question, c'est beaucoup plus les cadres du CAR, notamment Jean Kissi, qui fait des déclarations par ici, par là, Maître Apémon et autres. C'est la jeunesse du CAR qui se retrouve au niveau du MIT. En tout cas, je vous dis que l'ancien président du MIT était également du CAR, M. Aoudi. Actuellement, il est membre, il est le secrétaire, il est le président national de la jeunesse du CAR, ou le secrétaire de la jeunesse du CAR. C'est une réalité. Son successeur, également, dont j'oublie un peu le nom, également est membre, c'est lui, il s'appelle comment? Voilà, Akomabou, lui aussi, il est membre du CAR. Bon, je sais pas, c'est après. Même le premier président du MIT, comment il s'appelle? Adrou. Adrou était membre du CAR.
C'est après qu'il a décroché pour se retrouver dans un autre parti. Donc c'est dit que l'association, c'est lui. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment vérifié, je n'ai pas l'information. Alors, c'est qu'il est dans un autre parti. Léon, aujourd'hui, sur le développement de Dominique, je vous ai vu sourire à plusieurs reprises. Là, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Non, bon, je crois que c'est facile, justement, comme il l'a dit, c'est trop facile, justement, même de faire un rapprochement comme ça par le biais du politique et des réclamations ou revendications sociales. Ce n'est pas parce que je suis uni. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas parce que je suis du parti uni, par exemple, et que je conduis un mouvement sur le campus que forcément je suis instrumentalisé par. C'est possible que tu sois instrumentalisé. Comment c'est que cette dirigée par les bandicats? C'est ce qui est curieux. Dire ça serait trop actif parce que les étudiants ne sont pas des moutons. Les étudiants réfléchissent et ils savent qui il faut suivre, qui il ne faut pas suivre. Sinon, on aurait vu des mascarades totales à chaque élection ici ou à chaque mouvement populaire. Hein. Parce que on a vu, la société civile est sortie ici. Ils ont dit ici, ils ont dit ça. Personne ne les a suivis. Les partis politiques sont sortis, personne ne les a suivis. Mais quand c'est sur le campus et que chaque étudiant sait que ce qui va arriver, que ce soit bien ou mal, lui sera copieusement, entre guillemets, appliqué. Je crois qu'il est temps, enfin, pas qu'il est temps, mais il prend sur lui-même cette responsabilité-là d'agir ou de ne pas agir, tout en sachant très bien la conséquence qui adviendrait. C'est en cela aussi que j'ai dit, à l'entame de mon développement, il y a un temps, que la grève, c'était une chose. Quand on grève, on ne manifeste pas. La grève, ce n'est pas une manifestation. Ça veut dire que quand on grève, on ne fait pas une marche. Quand on grève, on ne va pas dans les amphis pour déloger les autres. On reste chez soi. Soit on vient, on a les reposeurs sur le campus, on a la verdure, là, le gazon, on est dessus, et on ne gêne personne. Donc j'ai condamné cela. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que ça a été disproportionné. Parce que quand les étudiants commencent par déloger les camarades dans les amphis, et qu'on les poursuit pour justement les disperser, les empêcher, ce qui est d'ailleurs normal. Et que ceux-ci finalement se réfugient dans les blocs administratifs, étant donné qu'ils ne sont pas les seuls, c'est difficile finalement d'envoyer des gaz lacrymogènes dedans. Et ce qu'on a vu avec le doyen Descamps de la faculté de droit, c'est que ce dernier a été presque, entre guillemets, embrigadé. Il ne savait plus par où il va passer. Il ne savait plus par où il va passer parce que ce n'était plus les étudiants qui le retenaient. Mais c'était plutôt les soldats qui le retenaient avec les gaz lacrymogènes. Et ce que j'ai souvent déploré pour avoir fait également l'université de Lomé, c'est que lorsqu'il y a répression, il n'y a pas de distinction. Ils n'arrivent pas à faire de distinction. Et même les professeurs, ils passent parfois, et très souvent d'ailleurs, ils ne font pas de distinction entre les étudiants et les professeurs. Ça aussi, c'est déplorable. Voilà ce qui me faisait dire. De l'autre côté, je suis d'accord que parfois, face à la situation, peut-être le manque de professionnalisme ou bien, bon, ça le chef de l'État l'a soulevé. Oui, mais de facto, attribuer cette violence aux forces de sécurité là, c'est être un peu malhonnête. Reconnaissons que le mythe, déjà en décembre, ils avaient organisé le AG, ça n'a pas dégénéré. Et je pense que. Vous avez dit ça la dernière fois. Oui, ça n'a pas dégénéré parce que. Mais ils ne sont pas allés déloger leurs camarades dans les amphis. Ils n'ont pas violenté les gens. Donc, pas de souci. Mais cette fois-ci, c'est la violence introduite et l'envie même d'aller brûler la DAS. Je vous dis que lui était la présence vraiment. Vous pensez que les étudiants vont brûler mais je vous dis, ils l'ont reconnu au cours d'une émission sur radio et Canal FM. S'ils l'ont reconnu, il y avait d'autres, il y a des gens qui faisaient un groupe qui allait vers la DAS pour brûler la DAS. S'ils l'ont reconnu, ça veut dire est-ce que c'est normal? Ils ont tenté de brûler le centre informatique également. Mais alors, c'est ce que je dis, on ne peut pas comprendre que mais une des revendications, en plus de bouger. Vous pensez que les étudiants peuvent prendre sur eux, les étudiants qui disent que ces infrastructures sont insuffisantes, vont aller brûler ce qui est insuffisant? Mais la preuve, ils ont brûlé un véhicule de la police. Eh bien, alors que c'est un bien commun. Donc, comment tu peux. Mais c'est justement, c'est à eux. Si le responsable du mythe était ici, si on lui posait la question, pourquoi ils ont voulu, puisqu'ils l'ont reconnu, ceux qui étaient là sur le camp ont vu un groupuscule avancer vers la DAS. Ils ont dit qu'il y a eu des témoignages. Alors, vous allez me dire que c'est des gens tombés du ciel. C'est juste une question, non, c'est juste une question. Oui, mais c'est des gens tombés du ciel. Qui nous suivent de comprendre. Oui, c'est pas des gens qui sont tombés du ciel. Bon, donc, s'il y a des intrus, c'est bien que ces intrus sont venus par le truchement des organisateurs.
Donc maintenant, si ce n'est pas eux, mais il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. C'est un peu comme ça. Très bien. Il faut les dénoncer. Pourquoi on les arrête? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La situation, elle est là, quasiment bloquée, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Selon ce que le ministre a dit la dernière fois, mais le ministre a expliqué que face à la situation, surtout des bus, bon, c'est vrai que, reconnaissant que lorsque mon confrère Léon parlait tout à l'heure, il a fait croire que depuis, rien ne se fait. Non, il y a des choses qui se font. Et l'État, je pense qu'il y a de cela 3 ans, l'État a acheté des bus pour Sotral et a octroyé quelques bus également à l'université de Lomé et de Kara. Mais malheureusement, ces bus sont actuellement en panne. Mais ça sera peut-être, comme peut-être ils n'arrivent pas à entretenir ces bus, c'est pour cela qu'ils ont préféré s'entendre avec la société déjà qui dessert certains quartiers de Lomé. Sans oublier que là aussi il y a des pannes. Oui, mais ces bus sont là, on les voit, les bus là sont là. Donc, peut-être ils se sont rendus compte qu'il y a une mauvaise gestion à leur niveau des bus. Donc maintenant, pourquoi ne pas? Parce que dans les autres pays, dans les pays de petite parenthèse, oui. Est-ce que c'est les bus qui ne sont pas adaptés à nos routes, à nos conditions ici, ou c'est plutôt une mauvaise gestion des bus qui conduit à leur panne? Mais si c'est les routes qui sont mauvaises actuellement, que nous avons de bonnes routes. Non, je n'ai pas parlé de mauvaises routes. Non, j'ai déjà parlé d'adaptation. Si c'est ça, Sotral allait garer tous ces bus. Parce que vous voyez déjà Sotral? Oui, Sotral, les bus de Sotral sont là. Pratiquement, vous voyez Sotral à 19h, à partir déjà de 17h, vous voyez Sotral. Moi, Rodrigue, je n'en prendrai jamais. Pourquoi? Parce que vous voyez l'effectif. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mon frère. Partout, à travers le monde entier. Moi, je dis, la dernière fois, j'étais à Bruxelles, mais le tri, là, à 17h, mais il faut voir comment c'est plein. Il n'y a même pas de place. À ceux qui sont ici, il faut voir ceux qui sont debout. Donc, les transports en commun, c'est comme ça. Les transports en commun. Maintenant, par exemple, c'est ce que j'allais dire. Dans les pays développés, il y a les transports en commun. Maintenant, il y a des mesures sociales pour des catégories. Par exemple, pour les étudiants, pour les élèves, pour les cas sociaux, ils ont des cartes qui leur permettent de prendre ces bus à moins de frais ou à moins de coûts. Donc, je pense que c'est cette solution que le gouvernement a opté pour discuter, pour prendre langue avec la société. Et dorénavant, il n'y a plus question d'acheter des bus pour les étudiants, mais que ces bus-là servent également au transport des étudiants. Maintenant, l'État mettra, ou bien la société qui gère mettra le paquet nécessaire pour que ces bus soient toujours disponibles et non que ces bus soient rares. Aujourd'hui, les bus de ce train, on les voit à travers Lomé. Tu sors à tous les coups, on les voit. Donc maintenant que ces bus, peut-être que l'État augmente ces bus pour que ça puisse vraiment desservir d'autres quartiers. Et je crois, j'ai lu hier sur le République of Togo que l'État a ajouté 10 bus à Sotral pour vraiment desservir certains quartiers qui ne sont pas desservis. Donc peut-être c'est dans la logique. Or, ce que le ministre a expliqué, il a dit qu'il a échangé avec eux. Il leur a présenté, puisqu'ils avaient laissé un ultimatum en décembre, vers mi-décembre, et que si rien n'est fait en janvier, eux vont, je pense qu'ils ont dit 7 janvier. Mais dans la foulée, le ministre dit qu'il a eu à échanger avec les organisations estudiantines. Alors cela voudrait dire que cette violence ne se justifie pas. Cette violence devait plutôt, si ce qui a été promis n'est pas fait dans un temps, dans un mois ou dans 2 mois, peut-être il peut revenir et poser le problème, mais pas jusqu'à aller molester leurs camarades étudiants, violenter les enseignants, brûler les véhicules de police, tenter de brûler la DAS. On a lu, par exemple, au niveau de Nouvelle Opinion, qui dit qu'il faut privilégier la voie du dialogue. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. C'est fondamental le dialogue. Donc, si c'est le ministre, moi, je prends au mot le ministre parce que j'ai écouté Akumabou, le président du MIT, dit qu'ils n'ont pas discuté avec le ministre, alors que le ministre dit... Mais ce matin, il a changé avec 3 sur une autre antenne ce matin, et eux tous à 3 qui sont respectivement au niveau de plusieurs associations estudiantines, ont regretté quand même qu'à un niveau... C'est vrai que... Mais la dernière fois, ce canal FM, beaucoup d'autres organisations ont dénoncé cette violence et ne s'associent pas à cette violence. Ils l'ont dit, qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils peuvent lancer un mouvement violent et s'en prendre à leurs camarades, détruire les biens. Ils l'ont dit, certaines organisations
d'associations sur le campus. Ils l'ont dit. Donc c'est dire quand même que c'est un mouvement vraiment qui a surpris tout le monde, parce que personne, il y a eu des mouvements, il y a toujours l'AG, du NIT et autres, mais ça n'a jamais dégénéré vraiment cette violence inouïe que nous dénonçons tous. Voilà, Léon, que faire aujourd'hui? On est là, le statu quo, il y a par exemple des étudiants qui croupissent aujourd'hui en prison. On a accéléré le processus selon les propos des présidents des différentes associations qui sont intervenus ce matin sur cette antenne-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce qu'il y a les examens bientôt. Je crois que tout le monde est d'accord que ce qu'il faudra faire, c'est dialoguer. C'est dialoguer afin de trouver une solution. Maintenant, à ce dialogue-là, moi j'aimerais insister sur le fait qu'il devra être inclusif, parce que ça a été toujours le problème dans nos universités ou dans les discussions avec les autorités en charge des secteurs donnés, parce que ceux qui soulèvent souvent les problèmes ne sont pas les interlocuteurs privilégiés et des autorités. Donc, ce qui a fait que, par exemple, pour cette fois-ci-là, le mythe a toujours dit et clamé haut et fort n'avoir jamais reçu de courrier du ministre ou l'information comme quoi pour les bus en tout cas il y avait déjà prise de langue avec la Sotral. Vous voyez déjà, ça veut dire qu'il y a un problème d'information et ce n'est que ça qui a posé le problème. Donc désormais le ministre a échangé avec les délégués. Les délégués sont élus par les étudiants. Les délégués une association, c'est un groupuscule organisé, alors que les délégués sont élus par les étudiants. Cette association est reconnue. Du moment où cette association est reconnue sur le campus, donc, et est reconnue en tant qu'association de défense des droits des étudiants, il est les délégués défendent quoi? Il est tout à fait normal qu'on puisse l'inclure. Parce que quand on ne l'inclut pas, ça fait quoi? Ça fait de l'exclusion. Et les délégués ne sont pas toujours, il faut le dire aussi, les délégués ne sont pas toujours en de bons termes avec ces associations qui sont en quelque sorte des rivales pour les associations des délégués. Il faut le dire. Nous avons tous fait l'université, on sait ce qui se passe là-bas. Donc, que les autorités puissent vraiment faire un dialogue désormais inclusif et non partiel. Ça devrait être déjà une piste, enfin, une piste de solution pour ces problèmes-là que nous rencontrons. Ouais. Ensuite, j'aimerais peut-être dire qu'il y a des actions qui ne sont pas souvent très visibles. Il y a des actions qui ne sont pas très visibles. Moi, par exemple, je sais que l'autorité fait beaucoup d'efforts en matière de sécurité sur le campus. Mais on ne sent pas tellement ça. Pourquoi on ne sent pas tellement ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de suivi. On voit par exemple des agents de sécurité, bon, j'extrapole un peu, des agents de sécurité sur le campus qui quittent leur poste. Au moment où, par exemple, des étudiants sont là et peut-être ont besoin d'accès aux toilettes et autres là, ça aussi c'est juste un exemple pour montrer que les étudiants devaient, enfin pas les étudiants mais les autorités devaient faire en sorte que les actions qu'elles posent puissent être assez visibles et acceptées par tous. Très bien, on va évoluer 15 minutes donc problématique des réformes politiques au Togo. Le 13 janvier dernier, le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre a adressé un courrier au président de la République Faure Gnassingbé pour relancer donc les débats autour de ces réformes politiques. Déjà le 20 novembre 2015, le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Nicolas Berlanga Martinez, a indiqué, je cite, « Nous sommes convaincus que le moment est venu pour relancer les chantiers des réformes politiques et de la décentralisation ». Fin de citation. Le 2 janvier, le chef de l'État lui-même, dans son discours à la nation, a évoqué donc le sujet relevant donc ou portant sur ces réformes et donc la décentralisation, sauf que les uns et les autres ont condamné le fait qu'il n'y a pas eu d'annonce en matière de date et que le budget voté pour l'année 2016 n'a pas non plus prévu de ligne pour l'organisation des élections locales. Alors, Dominique, aujourd'hui, problématique des réformes politiques, cela renvoie à des responsabilités forcément. Oui, la dernière fois, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a adressé une lettre au président de la République pour réclamer les réformes et la tenue des locales. Oui, mais seulement, est-ce que dans la foulée, devrons-nous dire que bon, c'est tel camp qui ne veut pas de réformes, surtout, et dire que c'est le gouvernement ou le chef de l'État qui ne veut pas opérer des réformes, ou c'est l'opposition? Dans le cas d'espèce, nous avons vu, ça fait la 3e lettre qu'il est en train d'écrire au chef de l'État. Et la première lettre a abouti à une rencontre. Il a été reçu par le chef de l'État et qui a initié un dialogue, parce que pour opérer des réformes, ce n'est pas par une baguette magique ou par décret ou par ci. Il faut un consensus entre les acteurs politiques. Donc ça aboutit à un dialogue. Mais malheureusement, Jean-Pierre Fabre est allé
avec une position non négociable. Comment on peut aller à un dialogue avec une position non négociable? Ce n'est plus un dialogue. Puisque lorsqu'on va à un dialogue, on fait des concessions. On concède et on gagne. Alors lorsque vous allez, vous dites, puisqu'à l'époque il disait limitation de mandat avec effet immédiat, qui n'ont pas à discuter, à négocier là-dessus. C'était plus un dialogue. Donc le dialogue avait capoté. Donc, si cette fois-ci, sa demande est motivée également par la volonté de mettre de l'eau dans son vin, ou d'aller vraiment à des discussions et faire des concessions et aboutir à un consensus, puisque si le consensus est trouvé, lorsque le texte passe au Parlement, ça va passer comme une lettre à la poste. Puisque le gouvernement, le parti au pouvoir, ça n'a pas les 4/5 des députés. Vous voulez dire que lorsqu'il y a une affaire au niveau des partis politiques, les députés n'auront qu'à valider? Mais puisqu'ils sont tous représentés à l'Assemblée nationale, notamment les grands partis. Vous prenez le Parti uni, l'ANC, le CAR, ADI et autres, ils sont tous représentés à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un travail de consensus au préalable. Et maintenant, si le consensus est trouvé, je pense que... Bon, aujourd'hui, le chef de l'État avait demandé à Ashkroun de pencher sur ces questions. Et je pense que si la demande de Jean-Pierre Fabre peut permettre à cette structure créée par l'État de faire des propositions concrètes et d'amener les uns les autres, surtout les acteurs, à accorder leur violon, je pense que rapidement ces réformes-là pourront avoir lieu. Parce que les réformes, c'est vrai, c'est ce qui reste pour vider l'APG. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui reste. Et qu'il y a la volonté s'il y a la volonté de part et d'autre, puisque nous avons vu comment, au niveau du chef de l'État, il a eu la volonté, il a initié ce dialogue, mais malheureusement, les gens sont arrivés, ou bien ceux qui réclament sont arrivés avec des positions non négociables. Au niveau de l'opposition, il y a eu la volonté qui a été traduite. Mais oui, on a vu leur volonté. Leur volonté, c'est de faire capoter le dialogue. Pour ne pas aboutir, c'est ça, c'est leur volonté clairement exprimée et que nous étions là, nous avons suivi de bout en bout comment les choses se sont passées. Donc aujourd'hui, si sa lettre est motivée par une volonté de discuter, de faire des concessions, et trouver un texte consensuel pour ces réformes, le problème ne se poserait pas du tout. Bon, maintenant, il a posé le problème des élections locales, et d'aucuns disent que parce que sur la ligne budgétaire n'est nulle part inscrit. Les gens peut-être ont un peu la même écoute. Et de tout temps, l'Union européenne est prête à financer les élections. Mais seulement, l'Union européenne exige que les acteurs politiques puissent accorder leur violon, puissent s'entendre. Avant que le gouvernement ne fasse la demande. Si aujourd'hui, ils s'entendaient très bien, il suffit que le gouvernement fasse la demande et puis l'Union européenne va être autorisée. Encore que les deux précédentes élections, notamment les législatives et la présidentielle, ont été financées sur fonds propres. Ce qui a été véritablement très lourd pour le budget. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec la politique de désenclavement que l'Union européenne souhaite, donc je pense que si les acteurs politiques accordaient leur violon, je pense que rapidement, même quand bien ça n'est pas inscrit au budget, ces élections peuvent se dérouler sans problème. Voilà, Léon, on en est là, avec les réformes politiques, surtout les élections locales et la décentralisation qui alimentent les débats actuellement. Oui, ce que j'aimerais d'abord relever, c'est que j'ai constaté qu'au Togo, nous avons un sérieux problème de dialogue. Les gens viennent pour dialoguer, mais ils se font sourds. Il voudrait que l'autre comprenne, entende et accepte ce qu'il dit, mais ne veut pas entendre, comprendre et accepter même de moitié ce que l'autre propose. Et ça, c'est dommage. Nous avons toujours déploré dans ce pays-là que les acteurs politiques ne puissent pas ou n'acceptent pas ou ne veuillent pas du tout s'asseoir ensemble pour discuter et trouver une solution à nos problèmes qui durent depuis belle lurette. Mais nous avons constaté donc en 2014, notamment en octobre 2014, qui avait déjà eu une initiative. Je vais parler d'une période. Donc jusqu'en octobre 2014, les acteurs politiques avaient accepté de s'asseoir autour d'une même table pour discuter. C'était déjà très louable. Donc le Togolais avait déjà espoir que cela puisse donner quelque chose. D'où l'ensemble des églises du Togo qui, donc ensemble, en une même entité, avaient appelé et l'opposition togolaise et la majorité présidentielle à faire tout et tout pour que les réformes puissent se faire avant 2015.
afin que le Togolais puisse sortir de l'ornière et que ces petits problèmes-là qui subsistent puissent s'estomper. Je me rappelle encore qu'en janvier 2015, Gérard Adja avait dit, lorsque le vice-président de l'OBU, lorsque le projet de loi avait été rejeté, il avait dit que UNIR et l'ANC se sont coalisés pour refuser les réformes. Et il avait émis deux raisons principales. D'abord, il trouvait que UNIR tient impérativement au mandat et ne veut pas de limitation de mandat. Il avait dit que l'ANC a refusé parce que l'ANC ne veut pas des deux tours. Parce que l'ANC est convaincu que dans l'entre-deux tours, des coalitions peuvent se faire et qu'elles finiraient mal. Voilà le raisonnement de Gérard Adja. En janvier 2015, on a suivi Bernard Bokodjen, qui de la plateforme citoyenne Vérité et Justice, qui avait dit que Aoumé Zoulou, le premier ministre d'alors, avait confié à la plateforme que le Togo n'était pas encore prêt pour les réformes. Ce que nous avons déploré. Et ensuite, ce que nous avons constaté, c'est que toujours en janvier 2015, le parti UNIR avait donné une grande conférence de presse à son siège où il avait dit qu'il était d'accord pour ce qui était de la limitation du mandat. Mais que cette limitation ne devait pas être personnalisée. Cette limitation ne devait pas faire en sorte que un citoyen, quel qu'il soit, puisse être empêché de participer à une quelconque élection, donc puisse être exclu. Et c'était ce que l'ANC voulait. Et nous avons surtout, le lendemain ou 2 jours après, vu, sinon entendu, le coordonnateur du CST, Maître Zeus Adjabon, dire que accepter une candidature de Faure Gnassingbé serait anticonstitutionnel, donc serait violer la loi. Ça veut dire qu'il tenait non seulement à la limitation du mandat, mais à l'exclusion des citoyens de la course. Ils avaient dit qu'ils revenaient à la Cour constitutionnelle. Voilà, ce qui posait un sérieux problème au Togolais lambda que moi je suis. Parce que ces politiques, parfois je me demande s'ils ont une vision justement de ce qu'ils veulent. Parce que là, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils se sont rejetés l'un l'autre le tort. Donc, ce que moi je relève, qui est pertinent, c'est qu'en janvier 2015, dans son adresse à la nation, le président Faure Gnassingbé avait dit en décembre. Bon, voilà, en décembre. 2014. Donc il avait dit, sinon il avait proposé la mise en place de la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles. Ce qui avait été alors salué par beaucoup, même l'opposition. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'en janvier 2016, soit un an après, on passe à l'étape supérieure qui est l'opérationnalisation de cette commission-là. Et moi, je trouve ça déplorable parce qu'on ne peut pas quand même attendre 1 an pour un si petit pas. Et ça, je pense que c'est autant d'éléments que j'ai relevés pour dire quelque part qu'il y a d'abord un manque de volonté politique de la part des acteurs politiques de l'opposition comme du parti au pouvoir. Et de deux, j'aimerais aussi dire que la société civile a son mot à dire, parce que la société civile au Togo, on sait ce qu'elle est. Elle n'est pas toujours aussi impartiale que cela. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, nous avons une société civile dont les branches, sinon les départements, ont des colorations. Ce qui n'arrange pas toujours le pays. Voilà. Donc, il est temps, et je pense qu'il faudrait en appeler à la conscience de toutes et de tous, citoyens et citoyennes togolais, donc, que l'on puisse se dire que les réformes sont une nécessité pour notre pays. Nous sommes, moi je le dirais, en retard par rapport à bien d'autres, même s'il y en a qui n'ont pas fait de réformes, qui n'ont pas ça, mais où ça marche quand même. Ça veut dire que quelque part, nous, on a expérimenté le fait qu'il n'en existe pas pour que ça marche et que ça n'a pas marché. Donc, il faut expérimenter maintenant le fait que cela existe pour voir ce que ça va donner. Et j'aimerais rappeler à l'attention de tous que l'initiative peut appartenir au président de la République, tout comme cette initiative peut appartenir au peuple. Mais l'initiative ne peut pas appartenir ni au gouvernement, ni à la classe politique. Donc, ce qui nous amène forcément vers un dialogue, vers une assise.
et que chacun puisse mettre son ego par terre pour qu'on puisse trouver une solution pour notre pays. Voilà, une dernière question, par rapport à la question des réformes. Il y a Dimon Auré, le président du Front national pour la démocratie, qui estime qu'on doit mettre en place une constituante parce que la constitution de notre pays a sérieusement été, comment dirais-je, a subi beaucoup de césariennes et qu'il faille mettre en place une césarienne pour réécrire donc de nouvelles constitutions qui vont ouvrir le pays sur une 5e république. Donc bon, c'est sa position, mais je pense que ça c'est aller trop loin parce que la constitution actuelle, elle n'a pas trop de problèmes si ce n'est que certains articles contestés. D'ailleurs, ces articles existaient dans la constitution adoptée en 1992. Vous vous rappelez? Seulement, ces articles ont été toilettés en 2000 et c'est ce que l'opposition réclame, qu'il faut qu'on revienne à la constitution ou bien aux articles qui ont été sautés. Donc le problème ne se pose. S'il lui pense qu'il faut réécrire carrément la constitution, bon, c'est son point de vue. Peut-être que maintenant qu'il n'est plus... Parce qu'il a parlé de beaucoup d'aspects. Il a parlé par exemple des réformes de l'administration, réforme de l'armée. Mais les réformes sont en train de s'opérer. On a fait, le chef de l'État, le gouvernement a fait les réformes sur l'armée en créant des zones militaires, des zones des gens. Vous l'avez vu. Mais est-ce qu'on peut pas faire ça de façon inclusive, comme par exemple le cas dans d'autres pays? Vous avez vu la France après l'attaque de Bataclan, tout, et dans la foulée on a annoncé une rencontre entre le chef de l'État et l'opposition pour penser à l'avenir, aux méthodes à adopter pour... Non, plutôt le chef de l'État a annoncé la révision de certains articles et il a informé le peuple et la classe politique. Et cette classe politique, d'autres ont fait des propositions pour que la commission chargée de faire la réflexion sur ces réformes puisse aboutir. Donc c'est pratiquement ici la même chose, bon, seulement que ici il n'y a pas encore une commission. Il a dit quelque chose que je voudrais relever, très important. Il a dit, le chef de l'État a annoncé en 2014 qu'on allait mettre en place... en 2015. Décembre 2014. Oui, on allait mettre en place une commission pour penser sur... Or, c'est que dans la foulée, en 2015 notamment, il y avait l'élection présidentielle. Et entre-temps, les acteurs politiques, surtout notamment Jean-Pierre Fa, avaient encore introduit une seconde lettre. Et il a été encore reçu par le chef de l'État. Et c'est ça qui avait... ne devrait pas empêcher... Oui, puisque c'est ça qui a amené à ce dialogue qui a capoté. C'est-à-dire, au lieu de mettre en place une commission pour faire des propositions, mais plutôt la demande de l'opposition a fait que ça a abouti plutôt à un dialogue qui a capoté. Or, et quelques mois plus tard, il y avait l'élection présidentielle que le peuple devait être convié. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut véritablement travailler? Mais le chef de l'État l'a dit encore dans son discours du 2 janvier que la commission qui vont faire des propositions et que ces propositions seront prises en compte. Et là, comme il a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clair que le HCRU ne peut pas faire des propositions et que ces propositions passent comme une lettre à la poste à l'Assemblée. Il faut forcément que les acteurs politiques apportent leur touche pour que véritablement qu'il y ait un consensus au préalable. S'il y a un consensus, le reste, c'est fini. Il n'y a pas de souci. Puisque ces acteurs, ils sont à l'Assemblée, c'est les mêmes qui vont se retrouver au dialogue, et puis le tour est joué. Vous vous rappelez qu'entre-temps, certains proposaient qu'on mette en place une commission extra-parlementaire. Mais or, lorsque les propositions ont été faites, c'est les mêmes partis qui sont au Parlement qui devaient encore se retrouver au Parlement. Donc ça n'avait aucun sens. Donc aujourd'hui, on espère bien que les acteurs se comprennent et que ces réformes soient opérées pour lancer le pays si telle est la conviction de tous. Merci donc, chers invités, Léon et Dominique. Merci également aux techniciens qui nous ont accompagnés, Arsène et puis Kossivi Georges. Merci également à Malix Magloire au niveau de la 102.7 FM. Bien de choses chez vous. Au revoir.